Plus tu te concentres sur des chiffres, plus tu te concentres sur de la vente, moins tu vends, je trouve. Plus tu te concentres sur faire un truc de ouf, rupture par rapport à ce qui se fait sur le marché, d'être le premier, de faire péter un plomb aux gens et de faire une offre mais qui vaut 20 fois le prix de ce qu'il y a dedans, plus les gens, il n'y a même pas de question, quoi. 500 balles par mois. Donc le truc est absolument irrésistible. Faut être un fou pour pas le faire. Bienvenue Steven, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sur la chaîne. Ça fait hyper plaisir de t'avoir avec moi. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Et hyper content de t'avoir là pour parler déjà des nouvelles aventures. Et puis aussi de parler, déjà de passer un bon moment. Et puis également pouvoir parler aussi un petit peu de business. Trop bien. En plus, les épisodes, c'est intemporel, mais pour que les gens sachent, c'est la Saint-Valentin quand même. Ça me fait plaisir de la passer avec toi. J'y avais pas pensé, mais sache que le plaisir en tout cas est partagé. Est partagé. Bon, plus sérieusement, et j'espère qu'on va réussir à le rester le plus possible sérieux durant cet épisode, je suis hyper content de t'accueillir pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, j'aime particulièrement la personne que tu es. On s'est rencontrés dans des masterminds d'entrepreneurs qu'on a en commun. J'aime déjà beaucoup la personne que tu es. Et aussi, je suis assez bluffé, et on va en parler juste après, par ta capacité à évoluer rapidement, j'allais dire de marché en marché, aussi de business en business. Et puis, on va également parler aussi de la nouvelle activité que tu lances aujourd'hui. Et puis, on va essayer de décortiquer un petit peu comment est-ce qu'on lance un business quand on a envie de le faire exploser. Je pense que ça peut être cool de tourner l'épisode comme ça. Ouais, Et ce bien. que j'adorerais peut-être que tu fasses, parce que tu le feras certainement mieux que moi, c'est peut-être très rapidement nous expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais et ce que tu as fait. Également, ça peut être vraiment cool. Ok. Comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai commencé en CDI et dans mon CDI, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça que je voulais faire. Donc ça a été la première étape. J'ai bossé pendant 4 ans en marketing et en fait, un de mes métiers était de faire travailler des photographes. Et j'ai adoré en fait faire bosser les photographes. Et je me suis dit, mais c'est eux qui ont le métier de mes rêves. Et j'avais toujours été passionné de photos, donc j'avais fait plein de concours quand j'étais gamin. Donc j'avais un peu une expérience. On était en 2010 et je me dis, vas-y, tu sais quoi, il faut vivre de ses rêves. Et donc j'ai démissionné et je me suis lancé full-time en photo. Ça a tout de suite bien marché parce que, alors, à l'époque, il n'y avait pas trop Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais je pense que j'avais un peu le feeling des lancements orchestrés. Donc, j'ai fait un pot de départ dans ma boîte où j'ai fait venir une cinquantaine de personnes, j'ai foutu un vrai bordel et je leur ai dit, en gros, je leur ai pitché un truc, je leur ai dit, les gars, vraiment, si vous voulez me faire kiffer, vous me donnez un job, juste un seul job, même 500 balles de photos ou de vidéos, juste pour m'aider à lancer mon activité. Et en fait, ça a été un délire. Dès le lundi, j'ai eu du taf. Et en fait, pour la première fois de ma vie, j'ai eu de la trésor. Donc, quelques mois plus tard, je suis parti en tour du monde, qui était mon vrai rêve. Parce qu'au début, j'ai cru que c'était la photo. Et en fait, quand j'ai eu du cash, je me suis dit, mais en fait, c'est pas le cash mon rêve, c'est le voyage. Donc, je suis parti en tour du monde pendant 2 ans, en mettant la barre très très haut. Je suis parti sans aucun bagage. Donc, vraiment les mains dans les poches, pas de sac, rien du tout, pas de téléphone, rien. Sans aucun hôtel. Donc, j'ai dormi chez 700 familles différentes et sans aucun avion, donc voilier, bus, etc. Autant dire que ce voyage m'a mis une énorme claque, m'a complètement changé ma vision du monde, ma vision de moi-même, ma vision de la vie. Et ensuite, euh, ensuite je saute quelques étapes. J'ai monté ma boîte, mon studio photo, qui a bien pris. Ensuite, j'ai monté mes réseaux sociaux vers 2015. Ça a tout de suite bien pris parce que j'étais déjà photographe avec déjà beaucoup d'expérience. Donc mes photos ont plu et le truc a explosé. J'ai eu 500 000 fans sur Facebook et 150 000 sur Insta. Et ensuite, la boîte a beaucoup grossi jusqu'à ce que le studio soit vraiment super gros. On a fait le million d'euros en fait en 2018. Donc seul, hein, moi et juste mon frère depuis mon canapé avec un Mac et puis beaucoup de jobs dans le monde entier. C'était infernal. Genre j'ai dû faire en un an j'ai dû faire peut-être 100 jobs si tu veux, tu vois. C'était pas Quand genre un million d'euros. tu parles de job, c'est quoi concrètement? Juste qu'on comprenne Des bien. campagnes de pub, des campagnes de Ok. pub internationales pour des grosses marques, type
toutes les, toutes les marques les plus connues que tu peux avoir en tête. Donc c'était photo ou vidéo, parce qu'avec le temps, je me suis diversifié. Et mon frère m'a rejoint, qui est Tu peux infographiste et donner des qui est, noms? Pour qu'on se rende compte? ouais, bien sûr. L'Oréal, par exemple. Ouais. Euh, Tu vois, L'Oréal. Alors, il y a plusieurs spécialités. Beauté, donc L'Oréal, Kérastase, Shuemura, Mizani, Redken, Aderma, Biotherm, La Roche-Posay, euh, Dior, j'ai fait aussi. Et ensuite, pas mal de marques de plus dans le voyage ou l'aventure. Donc, des Office du tourisme du Canada, ou des marques de voyage, 66 Nord, North Face, des choses comme ça. Euh, et ensuite, là, j'achète mon studio dans lequel je suis actuellement. C'était un truc à retaper qui fait 450 mètres carrés, un ancien théâtre. Et là, Covid. Covid, et là, gros problème parce que gros prêt à la banque. En fait, quand tu achètes, du coup, t'es- t'es- tu te mets dans une position de remboursement pendant 20 ans. Donc je me retrouve dans cette situation-là. Et tous mes clients me disent on annule tous les jobs. Sachant qu'en pub, quand tu débutes, tu arrives à signer des pubs pour dans 3 4 jours. Et puis quand tu as un peu plus d'expérience, tu commences à signer des trucs pour dans 1 mois, 2 mois, tu t'engages sur 6 mois, 1 an et tout. Et là, en fait, le Covid arrive, tous mes jobs tombent à l'eau alors que mon chiffre d'affaires de l'année était fait. Enfin, moi, j'étais pas inquiet. J'étais genre, ok, on va faire un super score encore cette année. Je vais pouvoir embaucher, faire tous les travaux dans le studio. Enfin, tu vois, 1 million d'euros, ça veut pas dire je vais m'acheter une piscine et je crame tout en boîte de nuit, tu vois. Dans ma tête, c'était je structure une équipe, je monte un super projet et on va faire des pubs encore plus grosses. On fait des pubs, voilà, next level. Et non, en fait, tout tombe à l'eau. Euh, donc au début, je pars en vacances. Ah oui, alors, parce que je me suis retrouvé bloqué à Bali pendant le Covid. Donc, parce que si je dis je pars en vacances pendant le Covid, donc j'étais à Bali et je me retrouve bloqué là-bas. Donc je reste 3 mois. Je crame pas mal de trésors. Alors, pas 1 million d'euros. Quand tu gagnes 1 million d'euros, pareil, tu as une grosse partie d'impôts. Il y avait une grosse partie de remboursement. Je me suis séparé de ma petite amie de l'époque, donc je lui ai racheté sa part du studio aussi. Donc en fait, très vite, il restait plus de trésor. Et là, j'arrive en septembre, un truc comme ça, septembre de donc 2020, l'année du Covid. Et dans ma tête, je me dis, bon, l'activité va reprendre, on relance les pubs. Et là, le gouvernement annonce un deuxième confinement. Et là, j'avais plus aucune solution. Gros remboursement, encore une fois. Droit à aucune aide, puisque j'avais quand même gagné des sous. Et encore, j'avais eu des paiements en début d'année, donc j'avais pas le droit aux aides. Et, et là, euh, phase numéro 1, qui a été très courte, mais je vais pas m'en sortir. C'est la première fois de ma vie où ça m'arrive. Où je me dis, franchement, là, je sais faire de la photo, je sais faire de la vidéo. Je suis influenceur voyage, mais j'ai pas le droit de voyager. Les pubs que je fais, c'est des pubs à quelques dizaines de milliers d'euros la pub avec une équipe, avec des gros clients. Donc je vais pas vendre des trucs à 1000 euros ou à 500 euros. C'est pas ça qui va payer le studio, c'est pas ça qui va payer mon équipe. Parce que j'avais déjà recruté un petit peu à ce moment-là. Et franchement, je me retrouve dans une impasse. Et pour la première fois de ma vie, je fais des nuits blanches. Les trucs que tu vois dans les films là, genre à être allongé dans le lit et à me dire euh, un mélange de je vais finir à la rue, je vais finir en prison ou je vais mourir. Un espèce de truc comme ça, tu vois. Qui a duré plutôt longtemps, qui était interminable, qui a duré des jours. J'ai appelé des potes entrepreneurs, mais j'avais pas de réseau d'entrepreneurs. J'ai appelé des potes, les conseils étaient complètement à côté de la plaque. Genre, ouais, fais des portraits peut-être chez toi et tu peux faire un prix spécial pour des portraits. Ouais, mais c'est 200 euros les portraits. Enfin, c'est. Non, il faut beaucoup plus. Et puis j'avais des retards de TVA, des retards de tout, quoi. Et d'un coup, un déclic. Je me suis dit, putain, mais en fait, je sais faire de la photo et de la vidéo. J'ai une audience sur les réseaux sociaux. Personne ne veut m'acheter quoi que ce soit de clients. Je peux peut-être créer moi-même des produits photo et vidéo et les vendre à mes audiences. Et là, du coup, c'est tombé en cascade. Je me suis dit, ok, il faut que je fasse une formation. Je vais pas chercher à inventer un truc compliqué. Je suis influenceur voyage. Je vais vendre une formation pour devenir influenceur voyage. Avec plusieurs axes. Il y avait une formation plutôt photo, une formation plutôt vidéo, une formation. Bon, il y avait un axe réseaux sociaux. Bref, je lance le truc, il marche ultra bien. On lance la Six Academy et on a sur celle-là genre 800 étudiants. On sort un truc comme 200 000 euros, si tu veux, qui me permettent tout juste de payer toutes mes dettes. Donc TVA, retraite, IR, IS, enfin il y en avait dans tous les sens. Franchement, les 200 000 euros, ils rentrent, ils ressortent.
et ils me permettent juste de garder les 2 personnes qui bossent avec moi, pour 6 mois. Je me dis: «J'ai 6 mois de salaire pour eux», voilà, c'est tout. Et dans la foulée, je lance une deuxième formation sur une opportunité. L'Oréal, donc qui était un de mes clients pub, me dit: «Ouais, tous les coiffeurs sont bloqués chez eux. Est-ce que tu serais chaud pour, faire un live où tu nous expliques, comment, préparer la rentrée, sur les réseaux sociaux et faire du chiffre d'affaires?» Bref, je fais un live et en pitchant le live, je me rends compte qu'il y a un énorme besoin. Donc je pitch en direct une académie, une nouvelle académie, puisque je venais de lancer l'académie photo, donc c'était frais dans ma tête et je dis à tout le monde: «Écoutez, nous on lance une académie pour vous accompagner sur les réseaux sociaux. Ce sera 10 modules. Voilà un lien, vous mettez votre mail. Si vous êtes chaud, je vous écris dans les quelques jours». Tout le monde, les 350 salons présents s'inscrivent. Donc là, je me dis: «OK, le pitch devait être bon». On lance. Sur les 350, il y a 300 qui achètent. Le truc prend et en fait, 1 an ou 2 plus tard, on a 2 500 salons qui nous ont rejoints. Voilà. Donc ça, c'était, cette nouvelle boîte qui est née d'un échec, d'une impasse et de quelques coups de bol. Et ensuite, fin de covid, l'activité reprend et là, du coup, L'Oréal me dit: «Steven, ton académie, elle a déchiré. Franchement, les salons, ils ont adoré. On a un espèce d'événement TED Talk avec nos 400 meilleurs salons de France. On aimerait t'inviter comme speaker». Donc il y avait, on était 2 speakers, je suis super fier. Il y avait David Laroche et puis il y avait moi. Vous passez tous les 2 sur scène. Donc ouais, ouais et pour la petite histoire, on a même pas pu se croiser parce que, j'avais un autre truc qui s'enchaînait derrière, donc je suis reparti, on a pris le bateau, on s'est croisés. Mais du coup, on était sur l'île des Ambiers dans le sud, en Méditerranée et le sujet que j'ai choisi, c'est d'expliquer au salon comment tu peux alors la demande de L'Oréal, c'était: «Qu'est-ce qui vient après ta formation en 10 modules pour maîtriser les réseaux sociaux quand tu es un salon de coiffure?» Et je leur ai dit: «Pour moi, le niveau 2, c'est d'arriver à automatiser, à scaler, et à faire une espèce de machine automatique qui va créer tous tes réseaux sociaux». Donc mon pitch sur scène, ça a été de dire au salon: «Voilà comment je le fais chez moi, en tant qu'influenceur. Comment j'ai réussi à diviser mon temps de travail. Au lieu de faire 1 heure ou 2 heures de réseaux sociaux par jour, comment je le fais en 1 heure par mois». Je monte mes chiffres, parce que j'ai aidé ma petite amie, Ève à se lancer sur les réseaux sociaux. Elle est passée de 5 000 à 165 000 followers maintenant en moins d'1 an. Donc je leur explique un peu toutes mes ficelles et je leur dis à la fin, parce que j'adore foutre le bordel dans une salle, je leur dis: «Cette machine à reels, on va prendre 20 d'entre vous pour nous rejoindre, pour le mettre en place chez vous, la même. Du done for you, c'est nous qui faisons chez vous, c'est un abonnement annuel, et où on vous fait tout de A à Z». Donc là, 400 personnes dans la salle, 400 personnes qui mettent leur mail et là, ça a été un lancement de boîte, à partir de zéro, mais avec tout ce que j'ai appris en entrepreneuriat sur les dernières années, les échecs que j'ai pu avoir, voilà, j'ai mis dans une boîte tout mon rêve, en fait. Tout ce que je veux, pour moi, dans une boîte parfaite. Ouais, désolé, c'était un tout petit peu long comme pitch, mais comme ça, il y a de la Mais ça matière. me va bien. Et ça me va bien. En plus de ça, on a vraiment du contexte et puis on peut voir aussi pas mal de hauts et de bas. Euh, Ouais, le premier truc sur lequel j'aimerais juste te poser quelques questions, c'est de dire si on doit revenir à cette époque-là en 2020, quand il y a le Covid qui frappe pour la deuxième fois, que tu te dis, OK, là, ça va pas le faire. Euh, Tu dis, voilà, je dors pas la nuit, etc. Comment on se sort d'une période comme ça? Parce que je pense qu'à un moment donné de notre vie d'entrepreneur, on y passe tous une ou plusieurs fois dans une ouais, situation qui peut être similaire, pire ou un peu moins. ouais, Euh, est-ce que qu'est-ce que tu as fait en fait pour retrouver ce truc et la motivation de dire allez, on y retourne et ouais, il doit y avoir une solution. ouais, 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 il y a un premier truc pour moi qui est frappant, c'est que ça m'arrive la plupart du temps, les moments où je flippais, c'était, quand j'allais me coucher et je pouvais plus dormir et les moments où ça allait mieux, c'est le moment où je me réveillais et en fait, je l'ai pas compris tout de suite, il m'a fallu, 1 semaine ou 2. Je me suis rendu compte que quand tu vas te coucher, quand tu es en fin de journée, tout devient très, très flou dans ta tête et il y a rien de concret. Il y a tout le monde qui dort, toutes les industries sont fermées et donc en fait, il y a rien de possible. Tu es dans ton lit, ton cerveau, il est à 2000 à l'heure, il y a aucun mail que tu vas envoyer à ce moment-là. Donc tu as tous tes sujets de mail qui commencent à se mettre dans ta tête, mais tu vas pas les envoyer. Il y a personne que tu peux appeler pour essayer de bouger des choses et tout, donc il va rien se passer et donc en fait, ça s'emballe dans ta tête et j'ai réussi à contrôler le truc en me disant: «OK, je prends le risque pour ce soir de fermer ma gueule dans ma tête. Genre, je
je sabote le truc. J'ai 10 000 idées, je sabote le truc. Méditation, je laisse tomber, je fais rien. Et je me fais confiance sur le fait que demain matin, quand tout le monde se réveille, qu'il y a les potes qui sont là, qu'on peut passer des coups de fil, bah, qu'en fait, une journée, elle est découpée en millions de minutes. Enfin, en tonnes et tonnes et tonnes de minutes. Et en une minute, tu peux faire un mail, tu peux passer un coup de fil, tu peux aller checker un truc sur Google, tu peux demander un truc à un autre, tu peux bam, 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 envoyer des SMS. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ça avançait, mais tu vois, je pouvais demander un conseil à un pote, tac, et en fait, ça, c'est pendant la journée que ça se construit. Donc, je me suis rendu compte que tant que c'est théorique, tant que c'est dans ta tête, c'est illimité en termes de stress et en termes de complexité. Enfin, il n'y a rien qui est possible. Il faut juste se dire, step by step, je vais reprendre les bases. Je suis arrivé ici aujourd'hui, c'est que je sais que je suis bon dans mon truc, donc je peux le refaire et de me dire, ok, on va simplifier. C'est quoi les conseils que je donnerais à quelqu'un? C'est quoi les trois quatre trucs? Ok, step 1, il te faut une idée de fou furieux. Step 2, il te faut les bonnes personnes, il te faut le bon produit, le bon prix, c'est tout. Ok, c'est quoi une idée de fou furieux? Eh ben, il faut un truc qui fait que c'est super utile pour mes audiences. Et idéalement, il faut des audiences qui ont du budget pour ça. Donc, je peux peut-être taper sur un truc qui est un vrai problème pour eux ou un vrai rêve pour eux. Il faut que je tape un truc dans lequel moi, je suis illimité en termes d'énergie. Donc, un truc que j'adore. Donc là, je me suis dit, ok, la photo. La photo, ça, je peux le faire, je peux t'en parler pendant des heures, personne ne pourra me coller sur le sujet, j'adore le faire. Il y a des gens qui sont dans un métier qu'ils n'aiment pas, donc ils rêveraient de devenir photographe, c'est un métier passion. Voilà, c'est ce genre de choses, en fait, de ramener le truc à des problèmes très simples et de pas faire, tu vois, de pas passer des heures à chercher un logo, à aller, je sais pas, aller, enfin voilà, faire des trucs ultra complexes, à monter un site internet pendant des heures et des heures. Non, il te faut une super offre qui est géniale pour une cible, que tu sois passionné par le truc et puis délivrer très très vite, quoi. Ce que je remarque aussi, du coup, là, dans ton histoire, donc là, tu lances ce truc sur la photo autour de ta passion, comme tu l'as dit, sur un sujet que tu es incollable ou sur lequel tu es incollable, etc. Mais ce que moi, je remarque aussi, c'est que tu reviens sur une audience qui te faisait déjà confiance par le passé, c'est-à-dire celle, Ouais, donc L'Oréal et cette niche, enfin, cette cible des coiffeurs et des salons de ouais. coiffure. Et de nouveau, en fait, ça relance sur un projet. Donc, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais quand tu racontes ton histoire, moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est la phrase que tu as dit en disant L'Oréal a dit, mais c'est quoi la suite de ton académie? Et en fait, ce qui est vraiment cool là-dedans, en tout cas, c'est moi la prise de conscience que j'ai avec ça, c'est que tu as aidé un certain nombre de salons de coiffure à résoudre un premier problème qui était qu'est-ce que je fais et comment je le fais sur les réseaux sociaux. Et une fois que tu Mm. avais résolu ce premier problème-là et qu'ils savaient qu'est-ce qu'ils devaient faire, bah maintenant il fallait le faire régulièrement. Et là, tu viens Mm. résoudre en fait maintenant le problème de faire la chose toutes les Ouais, semaines et tous les mois correctement avec ta seconde offre. Et ouais. ça, est-ce que au début que tu le fais, est-ce que c'est volontaire ou pas de le packager comme ça? Mais c'est juste génial de se dire j'ai résolu un problème avec ma première offre, mais en résolvant ce problème numéro un, je crée automatiquement de seconds problèmes et ma seconde offre vient résoudre les problèmes suivants. Ouais, il y a plusieurs éléments là-dedans. C'était pas volontaire de ma part, mais maintenant que j'ai fait le chemin, je le sais et je le reconstruirai probablement pareil. C'était plus intuitif et c'était mélangé à un autre truc que j'ai découvert récemment. Donc je vais essayer de faire une digression et de retomber sur mes pattes. En gros, du coup, on a fait du chiffre d'affaires et j'ai voulu recruter. Donc on a recruté jusqu'à 10 personnes et je me suis retrouvé noyé et j'ai fini par licencier ou me séparer ou laisser partir pas mal de personnes. Mais notamment, j'ai recruté une vendeuse qui était dans une agence de pub, donc même genre de secteur que moi, et qui gérait un portefeuille de 1 million d'euros de chiffre d'affaires chez ses clients. Donc je me suis dit, trop bien, elle adore ce que je fais, on se kiffe, c'est une super vendeuse, je la prends dans ma boîte et on va exploser. Et en fait, pendant 10 mois à peu près, si je ne me trompe pas, elle a fait zéro vente. Et j'ai pas compris pourquoi. Pourtant, je la coachais, je lui montrais ma manière de faire. Il y avait des dissonances. On n'était vraiment pas d'accord sur l'approche, mais je me suis dit, ok, on va faire à sa manière et tout, et ça marchait pas. Et en fait, au bout d'un an, bon, elle a réussi à faire quelques ventes, donc ça c'est cool. Au moins, elle est rentrée dans ses frais, donc ça fait plaisir. Mais surtout, j'ai appris un énorme truc, c'est qu'il existe deux manières de vendre. Tu sais, le genre de pitch, titre vidéo Ouais. YouTube, il existe deux manières de vendre. Euh, ouais, t'as le inbound et t'as le outbound. Le outbound, c'est quoi? C'est ma vendeuse, tu vas prendre ton téléphone et tu vas appeler comme un malade un peu tout le monde, et tu vas être dans du démarchage. Donc, la posture, ça va être d'avoir un portefeuille de malade, un portfolio de ouf,
d'appeler quelqu'un qui ne te connaît pas et de lui dire: «Mec, regarde ce qu'on a fait dans le passé, c'est bien la preuve qu'on est trop fort. Fais-moi confiance». Et pour moi, une vente, ça se résume à une chose, c'est rassurer quelqu'un. Lui montrer qu'il a besoin de quelque chose et le rassurer parce qu'il se méfie. Il croit que c'est faux, il croit que ça marche pas, que c'est trop beau et tout. Donc outbound, c'est ça la démarche. Mais moi, je suis inbound et je savais pas que j'étais ça et j'avais pas, réalisé ça. Mais de fait, comme je suis influenceur, que j'adore balancer de la valeur comme un malade, en tant qu'influenceur pendant des années, j'ai mis mes photos gratos. C'était même pas pensable pour moi de gagner 1 € comme ça, c'était pour m'éclater. Donc c'était valeur, 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 valeur pendant des années et pendant le covid, boum, je lance une formation pour faire comme moi. Ben, quand tu fais de l'infopreneuriat, tu sais que la meilleure façon de vendre, c'est de balancer plein de valeurs, de montrer tout le truc, de donner des conseils et puis à un moment de vendre de temps en temps. Hem et du coup, j'ai pris conscience de ce truc-là. J'ai pris conscience que j'étais un expert de inbound, de balancer de la tonne de valeur, de faire kiffer les gens, d'avoir un esprit familial et en fait, je vends jamais vraiment. J'ai jamais, enfin, j'arrive pas à vendre, j'arrive pas à appeler quelqu'un à essayer de pousser. Je fais rêver les gens, je leur fais péter un plomb et ensuite je leur dis: «Les gars, nous on va en accompagner quelques-uns d'entre vous, ça me ferait trop chaud, trop plaisir que ce soit vous, go quoi». Et il y a pas le truc un peu qui peut bloquer certaines personnes dans la vente, en tout cas qui me bloque moi à 2000. Hem et donc c'est un peu ça qui s'est donc ça c'est une première chose et donc c'est un peu ça qui s'est passé avec ces coiffeurs. C'est que les coiffeurs, ils me connaissent depuis toujours parce qu'en fait j'ai fait des vidéos de tutos pour L'Oréal et des backstage et L'Oréal gratos. Je suis allé intervenir plein de fois pour parler au salon, sur des lives, le live Facebook pour déconner, en mode, mon métier, c'est photographe et ça me fait plaisir de donner des conseils, quoi et je filais des conseils, Instagram aux big, big boss de chez L'Oréal. Du coup, je les ai conseillés pour recruter des influenceurs, tout le truc. Donc en fait, c'était genre, Steven, c'est le mec des réseaux sociaux, appelle-le, il a toujours des bons conseils et c'est que au bout de plusieurs années de construire cette image de marque, sans le vouloir, mais de fait, que le moment où je dis: «Bon, bah, je lance mon académie», les gens, ils ont pété un plomb. Et du coup, 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, quand je réfléchis à la V2, il y a toujours pas vraiment de démarche commerciale, de ma part. C'est toujours une démarche de: «OK, c'est quoi le max de valeur que je peux apporter?» Et c'est vraiment ça le point commun de tous les trucs que j'ai créés, c'est, qu'est-ce que je peux faire pour moi m'éclater dans ce que je fais et apporter un max de valeur pour de vrai? C'est-à-dire, le plus tu te concentres sur des chiffres, plus tu te concentres sur de la vente, moins tu vends, je trouve. Plus tu te concentres sur faire un truc de ouf, rupture par rapport à ce qui se fait sur le marché, d'être le premier, de faire péter un plomb aux gens et de faire une offre, mais qui vaut 20 fois le prix de ce qu'il y a dedans, plus les gens, il y a même pas de question, quoi. Et là, le truc, c'était, les coiffeurs, je leur ai dit sur scène, bah, c'est simple, en fait. Bah, tiens, je vais te le dire, tu vas voir tu vas voir l'offre, tu vas voir le prix, tu vas péter un plomb. En gros, je leur ai dit, «Nous, hem, on vient chez vous dans votre salon, donc c'est moi à titre personnel qui fait toute la stratégie. Je vais inventer toutes les recettes de ce qu'on va faire sur les réseaux sociaux. On va venir avec un réalisateur dans votre salon, un réalisateur formé par moi, qui va tourner 30 reels pour vous. Ensuite, on les fait, ils sont ramenés chez nous, on va les monter, on met les sous-titres, on les rend stylés, on calés aux tendances. On vous file les hashtags, la musique, tout le truc. Par ailleurs, tous les mois, il y a un live de stratégie. Et là, maintenant que le truc est en place, on est en train de le densifier. Ça, c'était l'offre numéro 1, mais là, on est en train de lancer d'autres trucs. On a lancé une académie e-learning où dès qu'on me pose une question, j'en fais une vidéo tuto. Et du coup, maintenant, il y a 24 vidéos tuto dans l'académie en ligne. Et on est en train de développer une app maintenant qui sera un truc sur ton téléphone et sur ton ordi où les salons vont pouvoir voir leurs trucs de livraison, ils vont pouvoir voir leurs statistiques. Donc là, elle est bientôt prête. Et tout ça, on les rajoute. On rajoute, on rajoute, on rajoute, on rajoute, sans bouger le prix. Et le prix, 500 balles par mois. Donc, tu es un salon, tu réfléchis 2 secondes, un SMIC, c'est 1 300 balles par mois sans les charges sociales, donc il y a des charges sociales en plus. Un community manager, tu prends un community manager à mi-temps au SMIC, ce sera pas super bien fait. Donc là, en fait, ils payent moins cher qu'un community manager mi-temps au SMIC, mais sauf qu'ils ont mon expertise, ma réputation et toute une équipe, toute une boîte qui va derrière. Donc le truc est absolument irrésistible. Faut être un fou pour pas le faire. Ou faut juste, pour de vrai, pas avoir le budget. Mais sachant qu'en vrai, c'est ça qui te donne le budget. Donc cette offre, en fait, elle est c'est pas possible de la refuser, en fait. Tu vois? C'est Donc c'est ça la logique. OK. Donc, si je comprends bien, tu sais quoi? Avant qu'on parte sur cette nouvelle offre que tu lances et pour creuser un petit Ouais. peu de comment tu l'as pensée et comment tu la rends justement si ouf, ça c'est des sujets que moi j'adore aborder.
Moi, j'aimerais revenir quand même sur un truc. Ouais, Euh, euh, tu lances à la base, tu lances une offre, euh, on va dire, scalable. En fait, tu rends quelque chose de non scalable, scalable avec ce que tu proposes. ouais. Pour les personnes qui peut-être ne savent pas ce que ça veut dire scalable, je sais pas si ça se dit pas en français d'ailleurs le mot scalable. Réplicable. Et Ouais, c'est une notion d'échelle. Donc, ouais. faire un passage à l'échelle, quoi. En gros, tu t'es posé la question en disant qu'est-ce que je peux. Enfin, je veux deux sujets. C'est le premier, ce sera de parler de ça, de dire comment est-ce que je pense pour qu'il soit scalable, c'est-à-dire que derrière, je peux avoir autant de salons que je veux. Derrière, il va falloir juste que je crée mon équipe euh, pour être en capacité de gérer en fait tout ce flux de salons qui vont faire appel à nous et de grossir, grossir, grossir. Ça, je trouve ça génial. Et moi, le deuxième truc sur lequel je veux revenir, tu as un business qui est scalable, tu as un business qui trouve sa visibilité en ligne, mais ce que j'ai toujours remarqué chez toi, à la différence de beaucoup d'entrepreneurs, c'est que tu vas sur le terrain pour trouver tes clients en ligne. Et Ouais, ça, très peu le font. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, ce que je remarque, c'est que ouais, très peu vont dans les entreprises, volontairement sur ouais, des événements, apporter de la valeur sur des pitchs, sur des conférences pour 0 €, se montrer, échanger avec des gens, etc. etc. Et j'ai toujours remarqué que c'était quelque chose que tu faisais toi depuis que je te connais. Et à chaque fois que tu en parles, tu dis, ouais, bah voilà, je suis allé là, je suis allé là, je suis allé là. Alors que beaucoup restent dans leur canapé, ne se rendent pas visibles en vrai. Et du coup, je ouais, pense que c'est aussi un problème et c'est une limite pour certains. Et je pense qu'il n'y a que des avantages à se rendre visible, ouais. à aller partager, à aller sur le terrain, à aller comprendre les problématiques, à aller discuter, échanger, etc. Je ne sais pas si tu es OK avec ça. Ouais, et ça permet de débloquer d'autres trucs aussi. C'est-à-dire que, bon, déjà, j'adore ça. Alors, j'adore ça, aller voir les gens sur le terrain, mais comme n'importe quel entrepreneur, quand tu commences à avoir pas mal de clients, ben, ta ressource temps, elle est limitée, et puis très vite, tu es épuisé. Donc, il faut que je fasse attention aussi, tu vois. Mais ouais, j'essaie de voir un maximum des gens et j'essaie aussi de voir des big boss de grosses boîtes. Parce que je pense que en termes d'impact, quand tu bosses avec un big boss, il a un vrai pouvoir. Si on garde l'exemple de L'Oréal ou encore du groupe Provalliance avec qui je bosse, donc c'est Franck Provost, Jean-Louis David, etc. Bah en fait, une personne de chez eux, le directeur de la formation, peut parler à 1000 salons ou 2000 salons, sachant qu'il y a 50 000 salons en France, donc un vrai pourcentage du marché français. Et si tu arrives à convaincre une personne comme ça de la meilleure façon de faire évoluer le marché, par exemple, guys, demain c'est obligatoire que les salons de coiffure soient digitalisés, sinon ils vont se faire rouler dessus. Et un salon bien digitalisé, il va être capable d'aller conquérir des nouvelles clientes qui passent pas devant tous les jours, de faire venir plus souvent des clientes en salon, de les fidéliser, et même de faire du upsell en parlant un peu des nouveautés produits. Quand c'est bien fait, ça peut donner envie à une cliente d'acheter un produit revente ou des choses comme ça. Bref, tu arrives à éduquer un big patron sur ce genre de choses. Le mec, il va tout de suite comprendre que c'est révolutionnaire et il va pouvoir te dire, bah, je t'en prends 1000 en fait. Et là, c'est très humain parce que du coup, ce genre de boîte, ils sont organisés à notre place, ils sont beaucoup plus forts que nous pour dire, bah, tu sais quoi, nous, on a un événement, on sera 2000, c'est à Paris, tac, on a une équipe de 40 personnes qui organise ça, tu te pointes, tu montes sur scène et tu n'as plus qu'à faire ton expertise. Tu montes sur scène, tu parles 1 heure ou 2, 20 minutes, tu es dans la salle, tu check des high five à tout le monde dans la salle, tu kiffes à fond et le taf, au lieu d'être très numérique, c'est-à-dire de faire des pubs Facebook, de faire des funnels, des choses comme ça, tu as cette puissance-là, mais c'est très déconnecté. Ben là, tu as une puissance. Tu remplaces en fait l'impact des pubs par l'impact de la confiance et de l'élite en fait. Tu convaincs des décideurs, euh, tu éduques des décideurs à un niveau très stratégique. Et moi, c'est ce qui m'a ouvert le plus de portes en fait. D'aider des gens, ça remonte jusqu'au boss. D'aider le boss et ça redescend en cascade. Il y a un truc que j'ai conseillé à un de mes membres récemment qui galérait à trouver des clients en fait. Donc lui, donc c'est un coach sportif qui évolue dans la perte de poids pour les femmes. Et il se lançait et il me disait, voilà, je trouve pas de personnes, je poste tous les jours sur les réseaux sociaux, ça marche pas, j'attire pas de clients, etc. Et je lui ai dit, écoute, ça fait combien de temps que tu testes ça? Ouais, ça fait 3 mois. Ok, si ça marche pas au bout de 3 mois, peut-être perds pas de temps, essaie de te poser d'autres questions, de dire comment est-ce que je peux faire. Et là, dans une réflexion un peu plus stratégique, je lui dis, écoute, donc moi, je ne suis pas coach, donc je vais trouver la solution. Je lui dis, écoute, si tu n'as pas l'audience, pose-toi la question, qui est-ce qui a l'audience que tu cibles
Et comment est-ce que tu peux utiliser, en un, la crédibilité de cette personne et la confiance qu'ont l'audience en cette personne-là, pour te l'attribuer derrière et potentiellement obtenir des clients. Et du coup, ça rejoint un petit peu les stratégies que toi, tu as pu utiliser, c'est de dire comment est-ce que je peux connecter avec quelqu'un qui a l'audience que je cible, Ouais, apporter de la valeur à cette personne-là en lui disant, écoute, je veux t'aider dans ta mission à peut-être aider ton audience, aider des gens, etc. Et par effet de ricochet, en fait, tout simplement récupérer une partie de l'audience-là et te faire connaître parce que tu es la meilleure personne pour résoudre le problème de ces gens-là. Et c'est pour moi un ouais, truc basique, mais en fait, j'ai l'impression qu'on est trop peu à utiliser et à comprendre ce modèle-là. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Et en fait, en vrai, quand tu regardes, ce que tu décris là, c'est ce que fait un influenceur. C'est un influenceur, tu vas, mais un patron d'entreprise, c'est un influenceur en fait. En tout cas, un patron de groupement, les patrons que je décris aussi. C'est que influenceur, on a découpé un truc un peu sale de la personne qui va à Dubaï faire des stories et voilà et boire du champagne. Mais en fait, un influenceur, c'est juste le mot, il est mauvais en fait pour moi. Il faudrait plusieurs mots. Tu sais, comme les Inuits, ils ont 25 mots pour parler de la neige. Je pense qu'il faudrait 25 mots pour parler des influenceurs. Et, euh, et du coup, je pense que un patron d'entreprise, c'est un influenceur. Quand bien même, il aurait accès à 25 patrons d'autres entreprises. Mais ça, le fait de pouvoir parler à 25 personnes et cette notion de confiance, c'est de l'influence pour moi. Et donc, de la même manière que c'est super puissant pour une marque d'arriver à bosser avec un influenceur pour s'associer à la confiance, enfin de récupérer sa confiance, c'est la même chose avec un patron d'entreprise. Et une nuance aussi sur ce que tu dis, enfin un truc à ajouter, c'est que tu dis, tu peux récupérer l'audience de quelqu'un. Et je dirais même qu'il y a quelque chose d'encore plus puissant que récupérer l'audience de quelqu'un, c'est de convaincre quelqu'un que tu es capable de faire exploser son audience et que ça va être bénéfique pour tout le monde. Et d'être totalement transparent. Toi, tu fais du business, ça te fait grossir ta boîte. La personne qui te met en relation avec cette audience, si tu fais grandir son audience, tu vas faire grandir cette personne-là. Et puis l'audience, si tu la fais grandir, c'est bon pour elle. C'est toujours dans cette dynamique d'apporter de la valeur, en fait, pour moi. Plus tu es sur une logique de j'apporte full valeur dans tous les sens et je fais grandir tout le monde, il faut avoir confiance en soi. Il faut se dire, bah, j'ai pas peur de me faire doubler, j'ai pas peur de me faire challenger. Donc, il faut travailler sur ça. Tu vois, faut pas être dans le contrôle en mode genre je veux bloquer les autres pour rester le meilleur, surtout pas. Faut être dans une logique de se dire, bah, plus je fais exploser le marché avec tout ce que je sais faire, plus le karma, ça va me revenir. Parce que les gens, ils le savent. Ils se disent, cette personne-là, elle était vraiment là au bon moment, elle est vraiment cool. Et ça reste, tu vois. Moi, j'ai des gens qui me rappellent au bout de 10 ans, qui me disent, putain, Steven, j'avais kiffé, t'as fait avec toi à l'époque, j'ai un projet, j'ai pensé à toi, j'ai vu une story à toi, là, j'ai vu un truc passer sur Ouais, Facebook, bam, et ils te rappellent les gens, quand t'es que 1000% sur la d'accord. valeur. Ouais, 1000% d'accord. Je ne sais pas si ça te parle, le concept de Dream 100. Désolé pour mon accent très moyenasse. En gros, c'est un concept, je ne sais plus de qui c'est à la base, mais c'est repris dans un livre de Russell Brunson qui s'appelle Traffic Secrets. Et en fait, il explique comment en fait générer du trafic, comment se faire connaître. Livre à lire absolument d'ailleurs. Et en fait, il Ok, explique exactement comme tu l'as dit que le principe quand il s'agit de créer des partenariats d'influence comme ce qu'on est en train de parler, c'est de se poser la question systématiquement en disant comment en un, est-ce que dans ce partenariat j'apporte de la valeur à mon partenaire et en deux, comment est-ce que je peux apporter de la valeur à la cible finale en fait, c'est-à-dire sa cible et son audience, tu vois. ouais, Et quand tu raisonnes comme ça, comme tu l'as très bien dit, de se dire valeur, valeur, et pour le partenaire et pour l'audience finale, en réalité, c'est là où tu fais bingo. Le problème des partenariats qui ouais. capotent, c'est des partenariats qui ne sont pas gagnants, gagnants, gagnants. Ouais. Et tu vois, j'ai un exemple qui m'est arrivé hier, c'est que le programme des coiffeurs, là, on a un niveau qui s'appelle la machine à reels, où on va chez eux pour faire leurs réseaux sociaux. Et je me suis dit, bon, je vais tout de suite réfléchir au niveau supérieur. S'il y a des gens qui ont plus de budget et qui veulent aller plus loin, qu'est-ce que je peux leur proposer? Et j'ai fait un mastermind. Donc en gros, c'est pour des patrons de salons ou de groupements qui feraient beaucoup de chiffre d'affaires et qui voudraient débloquer des trucs perso, business, équipe, tu vois, pas que réseaux sociaux. Et donc hier, il y a un mec qui me ghostait depuis 2-3 mois, qui m'avait dit oui, je veux rejoindre le mastermind, et il était injoignable, voilà, il y avait des problèmes. Et je dis à mon frère qui bosse avec moi, je lui dis chope-moi un rendez-vous téléphonique avec lui, je lui fais 1 heure de coaching. Donc on arrive à caler la date, et le mec me dit voilà, j'ai eu des problèmes, j'ai racheté mon salon, il y a eu que des merdes. Le gars qui m'a vendu le salon, le fichier client, il est pourri, donc il est pas exploitable. Le Instagram, il l'a gardé, le mec. Je pense qu'il a prévenu toutes ses clientes de bouger dans son nouveau salon, parce que j'ai ouvert le salon, il y a juste pas de clientes. Le téléphone ne sonne pas. Et en fait, ma logique, j'ai même pas réfléchi en fait. J'ai activé le cerveau et je me suis dit vas-y,
dans ma tête, je me suis dit: «Comment je peux aider?» Ce serait quoi mes conseils pour un mec qui achète un salon de coiffure avec personne pour faire énormément de chiffres? Et le mec me dit, juste en 2 secondes, il me dit: «Bah, j'ai quand même le fichier client avec juste des noms, des numéros de téléphone». Et je lui ai expliqué comment faire avec ces 3000 numéros de téléphone une offre de psychopathe. Je lui ai dit: «Tu fais moins 50. Franchement, des anciennes clientes, tu fais moins 50, c'est impossible qu'elles viennent pas. Et à chaque fois qu'elle vient, tu lui donnes un bon, tu dis: «Écoute, c'est vraiment pour le lancement qu'on fait moins 50. Voilà 2 petits papiers pour 2 de tes copines à toi, c'est valable 3 jours. Donc tu m'envoies 2 de tes copines, c'est moins 50 pour elles aussi». Et ça, c'est un des conseils. Mais en fait, on a parlé 1 heure. Et pendant 1 heure, je lui ai donné beaucoup, 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 beaucoup de valeur. Je lui ai dit, pour prendre rendez-vous dans ton salon, il faut pas que les femmes, elles bookent sur un site en ligne. Il faut qu'elles le bookent depuis ta bio Instagram. Comme ça, en plus, elles vont s'abonner à ton Instagram. Donc, genre, le SMS, c'est booker moins 50% depuis notre bio Instagram, etc. Et le mec, il grattait, il grattait, il grattait, il grattait. Et en fait, pendant qu'il grattait, j'ai eu cette prise de recul. Je me suis dit, genre, en fait, c'est la meilleure façon de gagner un client. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de scénario. Le scénario où tu délivres toute ta valeur à tout le monde mène obligatoirement vers succès dans tous les sens. Ouais, C'est c'est vraiment trop obligatoire. bien ce que tu dis. C'est vraiment trop bien ce que tu partages. Euh, et là, dans l'histoire que tu donnes, tu la donnes, c'est vrai, à une personne en live, en l'aidant et en donnant tout, en fait, parce que les conseils que tu lui as donnés, c'est des conseils que tu pourrais mettre dans une formation payante à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros, tu vois. Ouais, Et là, tu lui donnes gratuitement. Et je pense que, franchement, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. Je le reformule avec mes mots pour encore plus l'intégrer, même pour moi, et pour le reformuler aussi pour ceux ouais, qui nous écoutent. La question maintenant, c'est de se poser comment est-ce que je fais pour aider un maximum de personnes en ligne avec mes conseils, peut-être même leur apporter déjà des résultats pour qu'ils me fassent confiance, que je sois crédible et que ensuite seulement ils veulent travailler avec moi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'auraient pas fait ce que tu as fait, d'aller se dire, vas-y, je ouais, vais prendre 1 heure de mon temps, pour lui donner des conseils que je pourrais aussi faire payer. Il y a ouais. beaucoup de personnes qui ont peur de ça en disant, mais il aura plus besoin de moi après, je vais résoudre ses problèmes, Ouais. alors que c'est complètement faux. C'est absolument faux. Et en fait, ma vision derrière ça, c'est que toutes les boîtes que je crée, elles sont dans le même écosystème. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs boîtes, mais quand tu regardes, à chaque fois, ça tourne à côté, autour de l'image, en fait. L'image par de la prise de photo dans un studio photo, de la formation en photo. On va dans un salon faire ses réseaux sociaux à travers des photos ou des trucs. C'est un peu l'influence, l'image, la prise de la captation, le monde. C'est ce monde-là. Et donc, en fait, quand j'aide ce gars-là, et que le mec décolle, et que son représentant il va y aller et que le mec va dire ouais bah c'est Steven, il m'a filé les conseils. Le mec, j'ai de la chance, Steven, quand tu dis Steven, les mecs ils pensent Steven. Toi ça doit être pareil. Lohan il y en a pas beaucoup. Tu t'appellerais Thierry, c'est plus compliqué. Mais Steven il y en a qu'un normalement. Lohan aussi. Et du coup en fait il y a un truc pour moi qui est ultra négligé, surtout dans le monde de l'infopreneuriat, c'est que le monde de l'infopreneuriat, on a l'impression que c'est virtuel et que tu parles à des chiffres. Donc tu balances 30 000 balles de pub, tu vas toucher 2 millions de personnes, il va y avoir 5 000 personnes qui vont aller, etc. Et c'est des 1 et des 0. Euh, Sauf que quand tu es connecté à la vraie vie, ben il y a une persistance. Tu as un nom, tu as des gens qui te connaissent et c'est toujours les mêmes gens dans le marché en fait. C'est-à-dire que dans toutes les boîtes où j'ai bossé, il reste un tiers des gens que je connaissais il y a 10 ans. Et puis les autres ont bougé dans d'autres boîtes, mais c'est les mêmes industries. Et le monde est petit en fait. Et plus tu as cette logique en permanence de donner de la valeur, bah, c'est clair qu'il y a de la déperdition. Il y a des mecs qui vont même pas mentionner que je les ai aidés et ils vont prendre le truc pour eux, mais c'est pas grave, je le fais pas pour la rétribution. Par contre, il y a des gens qui vont s'en rappeler et il y a des gens qui vont te recommander. Et alors là aussi, technique de vente, moi, ma meilleure technique de vente, c'est quelqu'un qui dit tu veux quelqu'un, c'est Steven le meilleur. J'ai même pas besoin de vendre. Le mec m'appelle, il me dit on m'a dit que tu étais le meilleur, on signe où en fait? Il n'y a même pas de vente à faire. Mais si tu le fais en permanence, tout le temps, dans des lives, sur tes réseaux sociaux, en aidant une personne, en allant à une conférence, et qu'en permanence tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes de la valeur, tu te construis un truc, et c'est le mot que je veux dire, un personal branding de malade mental. Et pour moi, il y a une grosse confusion sur sur le mot de personal branding. C'est que la plupart des gens pensent que personal branding, c'est quel est l'avatar que je peux me créer pour me donner une image stylée. Donc, ça va être quoi mon look, ça va être quoi mon logo, ça va être quoi mes couleurs. Nan, nan, nan. Ça, pour moi, c'est que des erreurs de personal branding. La seule chose à faire en personal branding, c'est de te dire dans quoi je suis excellent, dans quoi je kiffe
et de balancer comme un malade de la valeur. Et ton personal branding, ça doit être toi. Ça doit être ce gars-là, c'est l'expert de ça. Si tu vas le voir, ça va te débloquer ton problème. Et si tout le monde, à chaque fois, parce que du coup, dans cette industrie-là, maintenant, c'est ça. Si je vais chez un coiffeur, qui c'est qui je suis? Steven. Ah oui, oui, Steven. Ah oui, bah oui, Steven, Steven. Comme ça. Donc en fait, quand les gens disent ça de toi, genre ah ouais, 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 t'as un truc. Et chez les clients, ah ouais, mais Steven, tu le connais, ouais, ouais, j'ai bossé avec lui. Bon, bah c'est bon, tu plies le marché quand tu fais ça en fait. Mais pour plier le marché, il ne faut pas avoir l'objectif de plier le marché. Il faut avoir l'objectif de développer le marché et de la vraie passion de développer tous les gens autour de toi dans ton expertise. Ouais. Non, bah écoute, franchement, ce partage-là, il est ouf parce que je pense qu'on est trop éduqué, notamment dans le marketing, quand on lit des bouquins, quand on suit des formations, etc., de tout faire stratégiquement en disant euh, telle vidéo VSL, tel webinar, où en fait je donne un peu, mais je prends tout de suite aux gens. Et en tout cas, de ma propre expérience, je me suis rendu compte que c'est pas je donne, je donne, je donne, je reprends. C'est je donne, je donne, je donne, je donne, et on me renvoie la balle. Tu vois ce que je veux dire? Limite, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, j'ai même plus besoin de faire des appels à l'action, tellement que je donne et tellement que les gens, en fait, me sont redevables à un moment donné, juste par Ouais, rapport à la quantité de valeur. Et je vais même plus loin dans le truc, c'est que aujourd'hui, la seule chose que je me demande quand je crée maintenant des contenus, c'est comment est-ce que ça va aider les gens. Je me dis pas est-ce que derrière ils vont devenir clients. Je me dis comment est-ce que ça va aider les gens grâce au contenu que je crée. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, à 100%. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne vend même plus chez nous. Les gens, quand ils Ouais, viennent, ouais, ils veulent. C'est pas, c'était un peu le sujet tout à l'heure de inbound, outbound. ouais, Outbound, c'est de la vente difficile où tu vas au corps à corps en expliquant pourquoi tu es le meilleur, pourquoi ci, pourquoi ça. L'inbound, c'est quand tu attends, c'est là où toi tu excelles et où tu as des gens qui sont déjà convaincus en fait, et peu importe le prix ouais, de ce que tu vends, ils sont là pour bosser avec toi. ouais. Et aussi juste quand même pour reconnecter avec les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est que ça peut être un peu intimidant. Si tu es en train de te lancer, tu dis ouais, ok, super, mais comment tu deviens l'expert reconnu numéro un dans toute une industrie, le sport, la voiture, la photo, le truc. Et en fait, pour moi, la logique, il y a un truc aussi sur le succès qui fait que on se dit souvent ouais, il me faut des milliers de clients, il faut que je monte un empire. Enfin, tu vois, quand tu as de l'ambition, tu veux des trucs comme ça. Et je pense que c'est gênant, en fait, c'est polluant ce genre de pensée. Et en vrai, il faut se rassurer sur le fait que si ta crainte, c'est de gagner assez d'argent pour vivre, avec la bonne offre, il te faut 3 clients pour vivre. Tu vois, tu fais une offre de fou où tu fais pour les gens le truc, tu le prices à 8 000 € par an et tu fais tout pour cette personne. Tu as 3 clients comme ça te fait 24 000 €, tu vis. Donc en fait, le step 1, il est tellement simple. Donc, parce que nous, on parle de trucs d'envoyer de la valeur à des milliers de personnes, nan, nan, des pubs et tout. Mais il faut aussi se dire que parfois, on overcomplicate en fait dans notre tête les trucs et il faut juste y aller step by step. Déjà, tu trouves un client, tu lui apportes une valeur de ouf, il va en parler à ses potes, tu fais un petit truc sur Insta, tu fais des petits lives, enfin, il faut commencer petit. Tu peux pas commencer gros tout de suite, c'est pas possible. Pour moi, c'est une boule de neige et c'est un effet de densification de tout un réseau. Au début, si tu tapes très large tout de suite, il va rien se passer parce que tu vas envoyer beaucoup d'énergie dans tous les sens. Il faut taper très fort de manière aiguë, que ça crée un petit réseau par maillage et que ça se densifie. Et ça prend un peu de temps, toute cette logique de confiance. Parce que ben, c'est pas en filant un conseil que les gens vont dire ouais, on vient avec toi. C'est le fait que les gens ils ont entendu parler de toi de plusieurs fois, qu'un an plus tard ils réentendent parler de toi. Donc mon conseil sur ça, c'est de le plus vite possible, tout de suite balancer ta valeur, le balancer, et évoluer avec ton marché. Au début, tu ne seras pas parfait, mais c'est pas grave, tu évolues avec ton marché. Tu balances ce que tu sais, t'aides les gens, tu débloques des trucs, et puis de temps en temps, tu dis putain, mais moi j'aimerais. Enfin, en fait, pour moi, une des meilleures ventes aussi, c'est de dire à quelqu'un euh, mec, j'ai envie de taffer pour toi en fait. C'est un peu comme si tu postulerais quoi. Genre, c'est pas lui dire est-ce que tu veux bien m'acheter mon produit, c'est dire mec, ta boîte me fait rêver, euh, prends-moi en expert. Enfin, moi je veux taffer pour toi. Un peu comme si tu postulais à un job. Et d'un coup, la vente, elle devient beaucoup plus cool. De dire, écoute, moi, j'adore ce que tu fais. Je pense vraiment pouvoir t'apporter. Ça fait plusieurs fois qu'on discute. Viens, on taffe ensemble, quoi. Tu me prends un petit contrat, on bosse 3 mois ensemble, on voit ce qui se passe et go. Cette logique-là, tu les trouves faciles, tes 3, 4, 5 clients, le début.
tu apportes de la valeur, tu prends les histoires de tes clients, tu les repartages à mort, tu dis: «Putain, avec un client, on parlait de ça», tu en parles à fond et voilà. Juste pour un peu donner une méthode aussi aux gens sur comment, mettre le pied à l'étrier, quand tu dis: «Attends, mais vous êtes sympas les gars, c'est super théorique votre bordel, quoi». Ouais. Donc, du coup, si je résume ton là, et puis on va pas, l'épisode est déjà à 45 minutes, donc on va pas essayer de le faire trop long, et je pense qu'on pourrait en parler pendant à peu près 10 jours et 10 nuits. Mais grosso modo, donc là, on a parlé de beaucoup de sujets, de monter une boîte, comment on s'y prend, euh, comment on se fait connaître, aller sur le terrain. Et là, on parle aussi d'un sujet qui est méga important et peut-être qu'un jour, si tu acceptes, on pourrait également se refaire un épisode sur un sujet comme celui-ci, qui était notamment la création d'une offre irrésistible. Parce qu'aujourd'hui, Ouais, tout le ouais. monde parle avoir une offre, etc., etc. Mais la question à se poser, c'est à quel point mon offre est irrésistible. Et j'ai adoré comment tu l'as défini tout à l'heure. C'est une offre pour laquelle tes prospects se sentiraient bêtes de refuser ou de ne pas acheter. Ouais. Euh, Là, tu as dit, OK, mais comment est-ce que je fais pour lancer peut-être une nouvelle offre ou un nouveau business? Et je te laisse peut-être le resynthétiser, mais en grosso modo, c'est pas la peine d'aller toucher des milliers de personnes. Quelques clients permettent en un de se lancer, de gagner de la confiance, d'avoir des recommandations et des témoignages, et ensuite de dérouler. Et tu as dit un truc qui est très juste, et je vais te laisser rebondir dessus. Tu as dit, il ne faut pas croire que tout se fait en un claquement de doigts et hyper rapidement. Et ça, je pense que c'est aussi Ouais. une des croyances majeures et qu'on nous fait croire, hein, aujourd'hui sur Internet notamment. Ouais, bah, je le vois parce que, bah, justement, Ève, ma petite amie, que j'ai aidée, pour les réseaux sociaux, là, j'essaie de la motiver pour faire un truc en ligne aussi, pour apporter de la valeur, comme ça et du coup, je la vois en mode, jeune pousse qui est en train d'explorer tout ce truc-là, moi avec, plus d'expérience et je vois les trucs qui peuvent, te bloquer au début, qui aujourd'hui me semblent tellement évidents. Mais, par exemple, elle passe enfin ça fait longtemps, mais c'est normal, hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'y reconnaître. Elle passe énormément d'énergie, à se dire: «OK, c'est quoi l'offre que je veux faire?» Faut qu'elle soit parfaite, faut que ce soit vraiment une offre de ouf. Mais en fait, pour moi, c'est le même genre de question quand tu as 14 ans, qu'on me dit, «C'est quoi que tu veux faire quand tu seras grand?» tu vois? Et toi, tu es là, tu dis: «Oh putain, faut que je choisisse bien! Putain!» parce que, oh là La là, je sais conseillère pas, d'orientation. La conseillère d'orientation. ah ouais, et puis pression de ouf et puis parce qu'en plus, aujourd'hui, quand on regarde nos métiers, vas-y pour expliquer le nom de notre métier à quelqu'un au lycée, au collège. Ça n'existe pas. Les métiers d'aujourd'hui n'ont plus de nom, en fait. Tu es entrepreneur, tu es, je sais pas, influenceur, je sais pas, il y a pas de nom de ces trucs-là. Donc de la même manière, je pense qu'il faut pas passer trop de temps à faire le produit parfait qui va tout de suite être jusqu'à la fin de ta carrière, ta multinationale avec, 30 millions de clients et tout. Moi, ma logique, ça a toujours été, dans tous les business que je fais, en un, d'essayer de faire en sorte qu'il soit rentable. Parce que s'il n'est pas rentable, déjà, ça sert à rien de le faire. Quitte à travailler, enfin, quitte à passer du Ouais, temps, je préfère aller c'est en clair. vacances pour le coup, tu vois. Donc, si je vais mettre de l'énergie pour faire fonctionner un truc, si c'est à perte, c'est un voyage. Voilà, ou c'est un dîner entre potes. Mais voilà, si je vais essayer de créer un produit, un truc, l'idée c'est que ça s'autofinance pour que ça puisse grossir, pour que je puisse déléguer, embaucher des gens, etc. Et donc, dans cette logique-là, ça va être de me dire, c'est quoi le produit le plus simple que je peux créer, que j'adore, mais je cherche pas le produit parfait, parce qu'en fait, en vrai, des idées de produits, il y en a 10 000. Mais juste un produit que je trouve trop cool, bon, bah, par exemple, euh, aller faire les réseaux sociaux chez les coiffeurs, je pense que le moi de 14 ans n'aurait jamais dit, plus tard, je veux faire les réseaux sociaux des coiffeurs. C'est tellement niché. Mais en fait, à travers les réseaux sociaux des coiffeurs, je m'éclate à faire mes passions, que sont la stratégie, l'image, communiquer avec des gens, développer des gens, apporter de la valeur. Mais j'aurais baigné dans l'industrie de la pâtisserie, bah, j'aurais fait de la pâtisserie, ça m'aurait plu autant, quoi. J'adore les coiffeurs, ils sont trop cool, donc ça me va bien. Et voilà. Donc juste, il faut être égoïste à mon avis au début et se dire, c'est quoi mes valeurs qui me donnent de l'énergie, dans lesquelles je suis illimité? Tu vois? Est-ce que c'est, la création de créer des choses? Est-ce que c'est discuter? Est-ce que c'est de la strat? Est-ce que c'est le bien-être? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est la découverte? Est-ce que c'est le rire? C'est quoi les trucs de base? Les trucs de base. Si tu arrives pas à les trouver, eh ben, regarde ce que ta vie démontre aujourd'hui. Regarde un petit peu les vidéos YouTube que tu regardes tout le temps, regarde de quoi tu parles avec tes potes. Juste, c'est quoi, quand tu t'ennuies profondément, c'est vers quoi tu vas commencer à aller chercher. C'est quoi ces choses-là? Et ça, normalement, c'est ce qui donne une puissance illimitée sur laquelle on va pas pouvoir te copier. Prends ça comme axiome de base. Et ensuite,
regarde un petit peu dans ton réseau, les gens que tu connais, et puis après tu fais un camoulox. OK, j'adore l'image, je connais plein de coiffeurs, je vais faire les images des coiffeurs. Genre, tu fais un pont en fait entre un truc dans lequel tu sais que tu es très fort, ou ça te poserait pas de problème de bosser 10 000 heures dessus pour te perfectionner. Aussi un bon conseil sur ça, c'est de se dire: «Qu'est-ce que tu serais prêt à payer pour faire?» Et moi, je serais prêt à payer pour faire des photos. Je serais prêt à payer pour faire des voyages. Je serais prêt à payer pour discuter avec des gens passionnants et craquer des problèmes. Et donc du coup, bah, pour moi, ce qui est fait pour moi, c'est l'image, la strat. Et donc ce truc-là, une fois que tu l'as identifié, trouve une cible qui est plutôt OK. Et par exemple, si tu as pas d'idée, bah, tu prends, ton père, ses potes, ils font quoi? Il est dans quel métier? Il est dans la mécanique? Bon, bah, il y a peut-être un truc à faire dans la mécanique. Il est dans l'informatique? Il est dans le contrôle de gestion? OK, contrôle de gestion. Il connaît plein de mecs en contrôle de gestion? Bah, il y a peut-être un truc à faire. Il est boulanger? Et en fait, tout de suite, avec tous les exemples qu'on vient de se donner, pendant 45 minutes là, tout de suite, tu vois, en fait, des tonnes d'idées. Tu dis: «Ah ouais, putain, c'est clair, stratégie boulanger, il y a un truc à faire». Devenir le stratège numéro un des boulangers. Au début, Ouais. tu dis: «C'est quoi ce truc perché?» Ouais, Mais mais il une y a un fois que tu truc de l'as malade. craqué, c'est Un une truc truc de mental. malade. Un truc de malade. Les idées, elles sont illimitées. Faut juste se dire dans quoi je suis bon, dans quoi je suis illimité en termes d'énergie, dans quoi j'ai un petit réseau ou ton réseau, ça peut juste être de te dire: «Bah, j'habite dans telle ville» et c'est juste tu es dans cette ville. C'est ça ta spécialité. Et ensuite, un petit truc, moi, que je mets en plus, c'est d'essayer quand même de faire en sorte que dans l'équation de base, ça tienne debout. Donc moi, j'aime bien essayer d'aller, résoudre les problèmes de personnes qui ont de l'argent. C'est-à-dire que tu pourrais, essayer de monter une boîte de gens qui ont pas de thunes, mais tu vas avoir du mal à trouver des clients et ça va être poussif pendant toute ta carrière. Donc quitte à faire un métier qui va te permettre de développer, d'embaucher des gens, de changer un marché, c'est bien de l'attaquer par les gens qui ont le budget. Quitte derrière à faire de l'humanitaire et à aider les gens qui ont pas le budget. Mais, tu vois, voilà. Donc, moi j'essaie toujours de trouver quand même des gens qui ont un budget. Donc, ce que tu as dit, du coup, là, on parle vraiment de cible, et je trouve ça génial parce que même des gens qui sont parfois lancés depuis quelques temps se retrouvent confrontés à ces problèmes de OK, mais qui je cible, pourquoi je les cible, est-ce que je veux pas changer, etc. D'ailleurs, je crois que c'est un petit peu une question qu'on peut se poser plusieurs fois dans sa vie d'entrepreneur. Mais donc, Ouais, si je dois résumer les trois points que tu as évoqués, c'est en un, autour d'une passion qu'on a, donc une cible qui nous passionne avec des problématiques qui nous passionnent. ouais, En deux, tu as dit des personnes qui ont le budget, ouais, c'est-à-dire qui ont de l'argent pour pouvoir nous payer. Ça reste quand même la base, et tu as dit cette phrase qui est on ne peut plus vrai. Si c'est rentable, c'est encore mieux, et pour que ce soit rentable, il faut que les gens aient déjà la possibilité de nous payer. Et le dernier point, qui ont aussi envie de nous payer. Parce qu'il y a des personnes qui ont la mmh. capacité de nous payer, mais pourquoi est-ce qu'ils devraient venir nous payer pour quelque chose et pour un service? Je ne sais pas comment tu l'as formulé, mais moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est voilà, une cible qui nous passionne, de personnes qui ont besoin de nous et qui ont envie de nous payer et qui ont l'argent pour le faire. Ouais, sur ce besoin, moi les 3 points, c'était plus, qui ont, sur ta passion, de connecter avec un network qui t'est simple, donc, de partir sur un réseau que tu as déjà, tu vois? Donc, les boulangers, les coiffeurs, les trucs comme ça. Et le troisième, hem, qui ont du budget, tu vois? Genre des gens, par exemple un coiffeur, ben, c'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires et s'il faut sortir 500 € par mois, c'est pas possible pour tous, mais c'est possible pour certains. Alors que, j'en sais rien, un ado qui a 12 ans et qui se remet en question sur sa personnalité, c'est cool, tu peux l'aider. Mais à moins de vendre à ses parents, tu vas pas vendre beaucoup. Donc, il vaut peut-être mieux, par exemple, créer un truc qui éduque ses parents et par ricochet, ou avoir une émission et avec ton budget, tu fais un dessin animé gratos pour les enfants, par exemple. Mais par contre, sur le dernier truc que tu as dit, moi, je dirais que tu as dit, il faut qu'ils aient envie de te payer et je dirais qu'en fait, si c'est bien fait, tout le monde a envie de te payer, en fait. Faut Donc, pas c'est aller à vers une nous de cible qui a leur donner envie de te envie de payer. leur payer. Bah, Du coup, c'est à nous de leur donner envie de payer et de justifier bah, comme ouais, quoi ils ont intérêt à le faire. mais parce qu'en fait, on est dans un monde où on travaille pour avoir de l'argent et on utilise cet argent pour le dépenser pour des choses qu'on veut. C'est à toi de créer, cette envie. Mais pour moi, toi dans le sport, moi dans la photo, si tu t'adresses à la bonne cible, dans ta cible, tout le monde veut faire du sport. Après, voilà, et à toi d'adapter le truc. Dans ma cible, des artistes, des gens qui sont créatifs et tout le monde veut faire de la photo, enfin, c'est trop cool. Et et c'est pas universel, mais, dans ta cible, oui, si c'est bien fait, normalement, c'est ton taf de faire en sorte que les portes, elles s'ouvrent. Clairement. Écoute, Steven, en tout cas, déjà, merci beaucoup pour déjà tous les partages. J'ai une petite dernière question qui me vient là, Ouais, parce que je te connais un petit peu, puis qu'on partage. Bon, on n'est plus dans le même mastermind actuellement, mais je pense qu'on est amené à se retrouver
dans un futur proche. Mais est-ce que toi, tu aurais des choses qui, quand tu regardes en arrière sur là, les derniers mois et dernières années, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont beaucoup aidé en tant qu'entrepreneur? Donc, je te pose une question qui est extrêmement large, volontairement. Est-ce que tu t'es déjà dit un jour, OK, si j'avais pas fait ça, peut-être que j'aurais pas pu être là où j'en suis aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a Ouais, des choses sur lesquelles tu es peut-être bon, naturellement, ou parce que tu as appris certaines compétences, qui t'aident encore aujourd'hui dans ce que tu fais? ouais, 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 clairement, clairement, clairement. Hem, le 1 truc que j'ai fait depuis toujours, c'est, réinvestir une partie de ce que je gagne pour me former. Donc quand je me suis lancé en tant que photographe, j'allais voir des photographes dans le monde entier. Hem, Puis quand je me suis spécialisé en photo de voyage, je suis allé voir des photographes de voyage, enfin me former, et j'ai dépensé jusqu'à 30 de ce que je gagne annuellement, pour me former certaines années. Hem, Ensuite, quand je suis bloqué, le plus dur, c'est l'ego, d'être capable d'aller, admettre sa vulnérabilité et d'aller voir quelqu'un que tu penses meilleur que toi et de lui dire, «Je suis dans la merde, je sais que tu détiens les conseils qu'il va me falloir pour le next step, viens, on s'appelle». Donc à ce titre, Lisa Salis, qui est, une super amie, c'est elle qui m'a débloqué, au moment où je me suis retrouvé, vraiment, au pied du mur, et j'ai eu le feeling que c'était elle qu'il fallait que j'appelle. On se connaissait, on était allés nager avec des baleines ensemble, aux îles Tonga, il y a quelques années, et je me suis dit: «Putain, j'ai un feeling, c'est elle qui», voilà, et on s'est appelé pendant 4 heures et elle m'a changé mon mindset en 4 heures. En tout cas, elle m'a donné la confiance pour mettre le pied à l'étrier. Et donc ça c'est quand tu es au pied du mur. Mais un autre truc, c'est de pas du tout attendre d'être au pied du mur et de rejoindre des groupes de gens qui sont plus forts que toi. Il y a une phrase qui est super connue, c'est que si tu es dans une pièce et que tu es le plus intelligent, tu es pas dans la bonne pièce. Donc il faut provoquer ça. Il faut rejoindre des masterminds comme on l'a fait tous les 2, ou aller passer un MBA si tu aimes plus les trucs un peu plus scolaires, ou, ou aller dans des clubs, ou aller au golf ou au Rotary, ou ce que tu veux, ce que tu aimes, où tu vas rassembler des cerveaux ensemble qui vont pouvoir te challenger et te faire voir les choses d'une autre façon. Parce que souvent, c'est un problème quand on est plutôt bon dans ce qu'on fait, c'est que du coup, on se dit que personne ne peut nous aider. Parce que comme tu es bon dans ce que tu fais, bah, tu es meilleur que les autres dans ton truc. Mais par contre, quand tu rejoins un mastermind, tu te rends compte qu'il y a vraiment des gens très, 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 très bons, et que en fait, ça te fait mais tellement accélérer. Là, sur les 2 dernières années, j'ai gagné plusieurs vies, enfin, c'est sûr. Et une autre truc qui m'a toujours beaucoup aidé, c'est de garder 1 an de trésorerie, sur un compte en banque pour m'autoriser à dire non à tout pendant 1 an si je veux. J'ai perdu tout ça pendant le covid. Là, maintenant, j'ai monté 5 boîtes. Enfin, il y a une holding. Chacune des boîtes a de quoi faire tenir toutes les autres boîtes pendant 1 an en trésorerie. Je peux te dire qu'avant de me dire un truc qui va me faire peur, il va falloir être très bon. Parce que dans ma tête, je suis là genre: rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça te donne une invincibilité en fait, de garder de la sécurité. Alors tout le monde dirait pas ça, hein. Il y a des entrepreneurs, ils diraient: «Il faut tout, tout, tout réinvestir pour grossir le plus vite possible», mais pour moi, la tranquillité de décision, c'est super important. Il y a un autre truc qui m'a aussi toujours beaucoup aidé, que je fais de plus en plus, c'est de protéger mon temps, parce que je suis de nature très généreuse et je parle et tout et cetera et je veux donner beaucoup. Mais maintenant, j'ai changé d'organisation, récemment. Mon agenda est constitué de blocs, et il y a que des blocs de plusieurs heures tous les jours, et mon agenda, il reste, genre 30 minutes par-ci par-là dans la semaine pour pouvoir interagir avec moi. Parce qu'en priorité, je fais passer tous mes projets. Donc mon agenda, c'est première partie de la journée, c'est ma prio numéro 1, deuxième partie, ma prio numéro 2, troisième partie, ma prio numéro 3, je bouffe et cetera, et en fait, il reste peu de spots. Tu vois, par exemple, là, on se fait un podcast, c'est un de mes spots, mais il y en a quelques-uns dans la semaine, une demi-heure, 1 heure comme ça. Donc de prioriser vraiment toi, tes prios à toi. Et aussi un des trucs, alors je pense que les entrepreneurs qui nous regardent le font déjà, mais ça fait partie de l'apprentissage de l'entrepreneuriat, de construire un second cerveau. Donc un second cerveau, que ce soit de la mémoire avec ton Notion, de l'organisation avec Asana, que ce soit de l'organisation des connaissances avec Obsidian. Il y a plein de façons de le faire, mais en gros de créer des process, de créer des automatismes, de documenter les choses pour ne plus avoir tout dans ta propre tête et pour pouvoir avoir une puissance designée à ta façon de penser. Parce que ton Asana, il te ressemble en fait. Ton Notion, il te ressemble. Il est fait à ton image.
mais c'est comme un double de toi qui peut se rappeler des choses à ta place, qui peut te les rappeler et tout. Donc de construire un second cerveau en organisation et en mémoire. Voilà, c'est quelques pépites, il y en a sûrement plein d'autres, mais je pense que déjà là, il y a un peu de matière. Je pense qu'on est déjà pas mal et je pense que ça va en tout cas aider beaucoup de monde. En tout cas, merci déjà pour tous ces partages. Merci pour tous ces rappels-là que tu as pu nous faire sur la fin. S'il y a des personnes qui veulent regarder un petit peu tout ce que tu fais, où est-ce que c'est le plus simple pour te retrouver et te suivre? Ouais, le mieux, c'est sur mon Insta, qui s'appelle Steven Herteler, donc avec une orthographe super compliquée, mais je pense qu'il y aura mon nom, quelque part dans le podcast et si vous voulez voir des photos de portraits, j'ai un deuxième Insta qui s'appelle Six. Six parce que dans Steven Herteler, il y a 6 E et je me suis dit qu'il me fallait un 2 nom Insta plus simple que Steven Herteler. Donc Six, c'est le 2. Génial. Écoute, encore un grand, grand, grand merci à toi. Je l'espère Avec peut-être plaisir. te retrouver dans un prochain épisode, Ouais, notamment de sur ouf. l'offre irrésistible. Ouais. Et comment on crée une offre irrésistible ou n'importe quoi d'ailleurs. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir de t'avoir avec moi ici et puis de te revoir très Ouais vite en dehors. et merci à toi pour l'invitation, c'était un plaisir et j'espère que ça va servir, aux personnes, qui nous regardent. Merci à toi, Steven. Bye.